Merci Pierre-Yves, hein, merci au Cercle Aristote de me faire venir ce soir. Puis merci à vous d'être aussi nombreux pour passer du temps pour parler statistiques. Hein, quoi de mieux? Voilà, pour passer une bonne soirée, quoi de mieux que parler statistiques? Je suis comme vous, hein, moi j'adore ça, c'est mon passe-temps. Alors non, je vais pas vous saouler avec des chiffres, d'autant plus que souvent je fais le guignol devant un graphique, mais là comme j'ai pas de support, du coup, en fait, on va parler de ce qui s'est passé. Enfin, en effet, parler de démystifier la crise 5 ans après, parce qu'on n'a pas fini de démystifier. Avant cette présentation, je vais évidemment préciser que tout ce que je vous dis, je le dis en mon nom, surtout pas dans le nom ni de mon employeur, ni d'aucun institut auquel j'appartiendrai, par exemple, ou auquel j'ai appartenu. Institut qui n'a pas caché le fait d'être en désaccord avec moi, mais comme la réciproque est vraie, il n'y a aucun problème. Donc la crise, il va falloir la démystifier avant de parler au vaccin. Oui, en fait, j'ai écrit 2 livres. Le premier, c'était Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Il s'agissait de démystifier la crise à l'aide des statistiques officielles hein, qu'on retrouve sur les différents instituts, Eurostat, l'INSEE, pour voir que tout ce qu'on nous a raconté pendant toute cette crise, c'est absolument n'importe quoi et fondé sur rien. Mais vraiment tout. Et là, il y a un deuxième livre qui vient de sortir qui s'appelle « Victimes des vaccins Covid-19 », ce que révèlent les chiffres officiels toujours. Oui, il est plus petit. Je parle déjà un peu des vaccins à la fin du premier, mais quand j'écris le premier, on manque un peu de recul dans les données. Je l'expliquerai un peu après, mais je commençais à voir des choses en termes de mortalité et de natalité, mais c'était encore un peu précoce. Et le temps passant, je suis beaucoup plus sûr de mes données maintenant, et puis j'ai voulu apporter d'autres choses, comme des aspects juridiques aussi, voilà, des aspects légaux concernant les vaccins, mais en fait tous les produits pharmaceutiques et la manière dont on peut se plaindre ou pas se plaindre des effets qu'ils font. Et puis également des témoignages, puisque bon, le premier livre se voulait très froid et scientifique, de façon à être difficilement attaquable. Il n'avait pas été, sauf dans l'IB, mais voilà, voilà, où un journaliste a pris le parti de vouloir contredire chaque mot du livre, voilà, ce qui est assez intéressant. Mais voilà, se voulait assez inattaquable. Et celui-ci, j'ai voulu montrer que derrière les statistiques, il y a quand même des familles en deuil et des gens qui souffrent. Et donc, j'ai fait témoigner des victimes à la fin. Et voilà, je m'attendais pas d'ailleurs à ressentir même autant d'émotions en écrivant ces témoignages-là, sachant que moi, je le savais, et étant donné que j'avais des chiffres. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de consacrer un temps à repartir sur la crise et à démystifier tout ce qui a pu être dit. Nous sommes censés avoir vécu une pandémie qui a ravagé l'humanité, et ce pendant plusieurs années. Il serait bon, ou normal plutôt, que ça laisse quelques traces statistiques, en théorie. Seulement, quand on se penche sur les statistiques, on ne voit pas grand-chose. Nous, en France, nous sommes un pays de 67 millions d'habitants et au sein duquel il décède chaque année, en ce moment, autour de 600 000 personnes. Bon. Quand est arrivée l'année 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin de l'année, il y a notamment l'INSEE ou l'INED qui produisent des bilans démographiques et qui expliquent voilà, le nombre de morts, de naissances qu'il y a eu dans l'année. Et à la fin de l'année 2020, il se trouve que je venais personnellement de faire un travail chez moi où je suivais le nombre de décès qu'il y avait et je comparais les décès à la population, tout ça par âge. Et quand on arrive en fin 2020, je fais mon petit calcul et je découvre que finalement, en 2020, c'est une année de très faible mortalité. Et donc, je découvre ça, un peu par hasard en faisant les calculs, quoi. Et je m'attends, en tant que statisticien, à ce que la publication de l'INSEE, qui est le bilan démographique, qui va être publié début janvier, eh bien, ce qu'il y a de beau avec les mathématiques, c'est que quand vous avez les mêmes chiffres et vous appliquez les mêmes formules, à la fin, il y a le même résultat. Bon, et je m'attendais à ce que l'INSEE fasse les mêmes calculs avec les mêmes chiffres et tombe d'accord avec moi. Et donc, il y a une publication début 2021 qui nous fasse sortir de la crise immédiatement en disant, en fait, il ne s'est rien passé. Du coup, rentrez, calmez-vous, c'est bon, on arrête les conneries.
Et donc, quand je découvre ces chiffres-là fin 2020, l'année n'est pas finie, mais quasiment, donc je sais qu'il ne s'est rien passé. Je fais le calcul, je publie une vidéo en me disant: « Il faut très vite que je fasse le travail ». D'ailleurs, j'énerve ma femme à l'époque puisque je finis tous les soirs, ou des fois je fais pas de nuit et j'arrête pas de vouloir finir mon article, pour publier ma vidéo le premier, pour publier et dire: « Oui, il s'est rien passé en 2020, merci », avant que les copains le fassent. Et donc ma stupéfaction est assez grande quand le bilan démographique de l'INSEE titre que c'est une hécatombe en 2020 créée par le virus du Covid-19. Et là, j'avoue que ça me fait un effet bœuf, hein, de découvrir ça. Bon, et donc que s'est-il passé? Il y a en effet eu une hausse de décès en 2020 par rapport à 2019. D'ailleurs, l'INSEE titre 2020, c'est l'année où il y a eu le plus de morts de notre histoire. C'est tout à fait vrai. Quand 2020 arrive, on compte les morts, en 2021, on compte les morts de toute l'année 2020, on se dit « Ah, c'est le plus grand nombre de morts qu'on ait jamais eu en France ». Le record précédent avait été établi en 2019. Le record précédent en 2018. Le record précédent en 2017. Merci. Parce que tous les ans, on bat quasiment le record du nombre de décès. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que dans un pays... J'entends pyramide des âges, tout ça. Il manque un élément majeur. Le premier, qu'est-ce qui va déterminer le nombre de morts qu'il y a dans un pays? L'âge, c'est le deuxième. Le premier, le nombre de personnes, merci. Voilà, s'il y a 300 fois plus de morts en Allemagne que Liechtenstein, c'est pas parce qu'il y a 300 fois plus de risques en Allemagne, c'est parce qu'ils sont 300 fois plus nombreux, enfin, c'est 2000 d'ailleurs, 2000 fois plus nombreux, point. Voilà. D'abord, le nombre de personnes. Plus il y a de monde et plus il va y avoir de morts. Point. Deuxième chose, vous l'avez dit, c'est le vieillissement. Donc en effet, dans un EHPAD de 200 résidents, il y a plus de décès à la fin de l'année que dans une crèche de 200 gamins. Heureusement, en effet. Oui, parce que vous l'aurez remarqué que la vie est ainsi faite qu'au début on est et c'est plutôt vers la fin qu'on meurt. Et c'est tant mieux. Donc déjà, quand on dit que c'est le record du nombre de décès, il faut se poser quelques questions sur ce qu'on est en train de compter. Première chose. Deuxième chose, c'est même pas vrai pour les jeunes, puisque concernant les moins de 65 ans, en 2020, il ne s'est rien passé de visible sur l'année. Voilà. Donc quand on arrive en 2021, la première chose qu'on devrait titrer, c'est au moins pour les moins de 65 ans, il ne se passe rien. Et pour les plus de 65 ans, on va voir ce qui se passe. Les moins de 65 ans, c'est 80% de la population française. Hein. Voilà. Donc pour 80% de la population française, de toute façon, il ne s'était rien passé, c'était sûr. Et pour les 20% qui restent, on pouvait investiguer un peu. Il fallait investiguer, mais donc pour investiguer correctement, vous l'avez dit, plus il y a de monde, plus il y a de décès, et plus les gens vieillissent, plus il y a de décès. Et on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'on l'était dans les années 70. Et il y a aussi beaucoup plus de personnes âgées, notamment avec le baby-boom. D'ailleurs, le nombre de décès en France, il a tendance à prendre une courbe où il monte drastiquement depuis les années 2010, depuis que le baby-boom arrive aux âges où on décède. Avant, ça ne se voyait pas trop. Et donc, on peut prendre en compte l'âge des gens et la population pour faire un calcul de mortalité, ce qu'on appelle la mortalité standardisée par âge, qui est le calcul qui nous permet de comparer les années entre elles, et que c'est officiel reconnu par l'OMS, par exemple, par Eurostat, par Stat Canada. Enfin, c'était la bonne façon de regarder jusqu'en 2020. Voilà. Après 2020, on a arrêté. Voilà. Mais quand on fait ce calcul en France, on se rend compte que 2020, quand 2020 arrive, c'est la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de France. Donc quand la pandémie qui ravage l'humanité arrive, elle crée la 6e année la moins mortelle de toute notre histoire. C'est ça, la pandémie qui ravage l'humanité, c'est-à-dire une pandémie asymptomatique, de mortalité asymptomatique. Et la France est très loin d'être seule, puisque j'ai fait le calcul pour tous les pays européens. Donc en fait, la mortalité française de 2020, c'est la même que 2015. 2015, on a vieilli la grippe A, voilà, bon, mais on n'avait rien fait. 2020, c'est le même nombre de morts par rapport à la population, quoi, relativement.
Il y a des pays intéressants comme par exemple le Danemark, la Suède ou l'Islande qui en 2020, l'année de la pandémie mortelle, ont vécu tout simplement l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Ils sont jamais aussi peu morts que quand un virus ravageait l'humanité. Il y a l'Allemagne, il y a la Finlande ou l'Estonie, c'est la deuxième année la moins mortelle de toute leur histoire. Il n'y a que 2019 qui avait fait moins bien, enfin qui avait fait encore moins de morts. Ce qui est pas mal pour eux, parce que pour pas avoir la ridicule, ils ont pu se comparer que à 2019. Comme ça, ils disent, ouh, grosse augmentation. Mais c'est ce que les instituts français ont fait chez nous aussi. Ce qui fait qu'il ne s'est rien passé. D'un point de vue global, jamais on n'aurait pu euh, on va dire, justifier la mise en place de mesures exceptionnelles face à de tels résultats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des périodes en France où il n'y a pas eu de morts. Je veux dire plus de morts que d'habitude. Il y a une courbe qui circule sur des sites de démographie ou de l'INSEE, par exemple, où vous voyez le nombre de décès tous les jours, par exemple, et vous voyez un pic de décès qui a lieu pendant le premier confinement. Et donc, on vous dit, ça c'est forcément les morts du Covid, ça. Voilà, ce pic de décès. Alors, on ne vous dit jamais que ça concerne que les personnes âgées, mais c'est le cas. Donc, il y a un pic de personnes âgées uniquement, pile pendant le premier confinement. Et on vous dit, voilà, ça c'est le virus qui ravage l'humanité, ce pic-là. Et il y a eu un confinement, et ça a permis de... Il faisait quoi le geste? C'est pour lisser la courbe. Vous savez, il disait, confinement, on lisse la courbe. Il y a une nouvelle religion qui s'est mise en place à la télé, confinement, on lisse la courbe. Et vous pouvez comparer la France qui met son confinement pendant cette période-là. Ça a duré 4 semaines, de mars à avril, de mi-mars à mi-avril. Et vous pouvez comparer avec un pays voisin, par exemple, qui est l'Allemagne, qui à cette même période ne confine pas et qui, par un miracle scientifique, n'a absolument aucune hausse de mortalité. Donc vous avez un virus, prétendument un virus respiratoire qui se transmet de personne à personne, pour lequel on confine les gens pour leur bien et il y a plein de morts. Vous avez l'Allemagne à côté qui dit à sa population: «Attention, il y a un virus mortel dehors, on fait rien, mais faites attention, voilà. Respirez doucement», je sais pas, enfin un truc. Respirez-le. Et en Allemagne, il se passe rien. Il n'y a pas la moindre hausse de mortalité. Que dalle. Donc, ce qui nous donne un résultat scientifique extrêmement solide. Le SARS-CoV-2 est un virus qui adore la baguette et le vin rouge et qui déteste la choucroute et la bière. Donc ça s'appelle une anomalie géographique, hein, tout simplement. Et si vous faites le bilan des pays qui ont des morts pendant cette période de grande pandémie, je vais vous montrer, voilà. En rouge, ce sont les pays européens qui ont des morts en mars-avril 2020, qui sont là, ils sont 9. Tous les autres pays européens, il n'y a rien. Donc quand on vous fait le coup de la pandémie mondiale, c'est bidon. Il n'y a rien. Si vous descendez un peu plus en France, pareil, vous voyez votre pic français là, de décès en mars-avril 2020, vous tapez sur Internet, INSEE, tout ça. On ne vous explique pas qu'en fait, ce pic, il n'est visible que sur très peu de départements français. Tous les départements parisiens, il y a un beau pic de décès, mais vous prenez tous les départements, là j'ai mis, donc les départements parisiens, il y en a 8, ils ont tous leur pic de décès. Et vous avez les départements, par exemple, Nouvelle-Aquitaine, vous avez 12 départements, rien, pas une trace. Donc pareil, vous avez un virus qui choisit seulement certains pays, et puis aussi certains départements, parce qu'autant la Tour Eiffel c'est sympa, autant en Nouvelle-Aquitaine on se fait chier en plus en mars, il n'y a rien à faire. Voilà la carte des seuls départements français qui ont une petite hausse de mortalité. Donc vous avez l'Île-de-France, vous avez l'Alsace, et puis vous avez le Rhône tout seul. Ce qui veut dire que le coup du virus respiratoire là, qui se répand, ça ne tient pas la route 2 secondes. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un prétendu virus qui se déclenche à la fois partout en même temps, mais seulement sur certains territoires cibles, au hasard les territoires les plus proches du gouvernement. Bon. Deuxième mythe, on a fait le coup du... Donc pour la mortalité, passez votre chemin. Hein. L'histoire du virus qui a fait des millions de morts, tout ça, pour un virus respiratoire qui aurait fait des morts, j'en ai pas vu trace dans les statistiques. Ni en France, ni en Europe. Et même, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Statista, et vous pouvez voir qu'il y a un petit pays pas très connu qui s'appelle la Chine, qui n'a absolument aucune hausse de mortalité en 2020. Aucune. Ils ont une hausse de mortalité qui démarre à partir de 2021. Mais à partir du moment où on prend soin des Chinois,
Voilà. Ils ont tendance à mourir un peu plus. Et là-dessus, on ne peut pas faire le coup du gouvernement chinois qui cacherait des données. C'est-à-dire que le gouvernement chinois refuserait de reconnaître des morts du Covid, mais reconnaîtrait très facilement des morts du vaccin. Ça me paraît difficile. Deuxième mythe qu'il faut dénoncer, c'est le coût de la saturation hospitalière. On nous a fait le coup que les hôpitaux étaient saturés en 2020. Moi, j'y ai cru au début, déjà parce que les hôpitaux saturent tous les ans, hein. Et en fait, ils fonctionnent à saturation puisque c'est leur mode de fonctionnement. Et que tout lit inoccupé à l'hôpital est considéré comme une perte sèche et donc doit être supprimé. La suppression des lits hospitaliers, se base sur le principe de l'occupation maximale. Donc les lits, normalement, ils sont optimisés de façon à être utilisés 95% du temps, sinon on les supprime. Et de ce fait, dès qu'il y a une hausse de l'utilisation des lits, ça sature. Et ça sature, ce qui fait qu'il faut envoyer les gens à l'extérieur, on les balade de façon à aller dans d'autres hôpitaux. Les gens qui ont eu des enfants et que l'épouse a accouché ou la femme a accouché à l'hôpital, moi, ça m'est arrivé. Vous voyez qu'il y a des gens qu'au dernier moment, s'il y a trop d'accouchements en même temps, il faut balancer une des mères dans une maternité. Mais ça se fait pour toutes les pathologies. Et c'est le mode activité régulier. Donc si jamais, à l'époque où ça arrive, en 2020, il y avait vraiment une hausse, une maladie qui arrivait, c'est normal que ça sature. Le système est comme ça. Il ne peut pas supporter le choc supplémentaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez 2015, la fameuse grippe A, mais on a eu la ministre de la Santé qui s'appelait à l'époque Marisol Touraine. Marisol Touraine, qui a fait le tour de toutes les télés, hein, avec aussi un Patrick Pelou qui disait « Ouais, il y en a marre, on est tous saturés ». Marisol Touraine qui disait « Oui, c'est vrai, ça fait 30 ans qu'on supprime des lits à l'hôpital, il y a de plus en plus de vieux, et il va y avoir de plus en plus de vieux à l'avenir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de supprimer des lits à l'hôpital. » Voilà. Donc de fait, de toute façon, on sait que ça sature. 2015, c'est un hiver assez froid, il y a des maladies respiratoires pendant les grandes vagues de froid, donc là, il y en a plus que d'habitude, donc le système ne tient pas et ça sature. Et donc il y a des décès, on dit c'est la grippe, mais il y a des décès de personnes âgées sur des brancards, dans les couloirs des hôpitaux, et ça fait la une des journaux. Bon, on s'en rappelle plus après. Donc moi, je pensais que c'est saturé à l'époque, et il se trouve qu'en 2021, il y a il y a une agence qui s'appelle l'ATIH, l'Agence technique de l'information hospitalière, qui publie son rapport d'activité 2020, et qui publie même un rapport spécial Covid pour montrer le poids de l'activité Covid en 2020. Donc il y apprend deux choses. La première chose, c'est qu'en 2020, il n'y a pas du tout de saturation hospitalière. L'année 2020, c'est l'année où l'hôpital français a vu le moins de gens. Tout simplement parce qu'on les a foutus dehors avec le principe du plan blanc maximal. Donc il n'y a pas aucune saturation, ça n'existe pas. Il y a même une période pendant le confinement où vous avez toutes les télés qui vous annoncent là, le Covid, ça sature les hôpitaux, regardez, les gens sont dehors, et puis vous avez tous les grands ponts des hôpitaux qui sont sur les plateaux télé tous les jours à dire ah oui, non, mon service est saturé, ça va pas. D'ailleurs, lui, il est sur le plateau télé tous les jours, et bon, bref. Et ses équipes sont en manque, mais bon. Et pendant cette période-là, l'ATIH nous montre le graphique et nous montre qu'en fait, en mars, c'est en mars ou en avril? En mars 2020, non, c'est en avril 2020, l'activité hospitalière est tombée à 50%. C'est-à-dire qu'un lit sur deux, en France, était vide. Donc pendant qu'il y avait des caméras qui vous disaient que c'était plein, c'était vide, à moitié vide. Et alors que c'était une activité à 50%, c'est-à-dire que la moitié des lits des hôpitaux étaient vides, on vous disait c'est le Covid qui sature tout, et sur 100 patients à l'hôpital, il y en avait 7 qui avaient une étiquette Covid. Et ça a étiqueté Covid large. Voilà. Covid orteil, Covid jambe cassée, cancer Covid, enfin voilà. Il y a tous les Covid. Ouais, on a même eu des Covid chefs, Covid papaye, après ça a été montré par un président mauritanien, paix à son âme. Voilà, donc ça, ce mythe-là, il est faux. Et dans le livre, je détaille, ça c'est vrai pour les lits en général, c'est aussi vrai pour les lits de réanimation qui à aucun moment n'ont été saturés non plus en France. Ni à aucun moment, ni dans aucune région. Vous pouvez envoyer une télé, peut-être, à un moment, dans un service de réanimation qui a dit on était plein, parce que le système est fait pour être saturé, ça oui. Mais au niveau français, même régional, non. Les statistiques montrent que non. Ils ont quand même réussi à faire un tour de passe-passe intéressant avec les statistiques pour les lits de réanimation, qui a été de changer le dénominateur. Comment ils ont fait? Eh bien, c'est tout simple.
Juste avant cette crise, ils ont dit bah, il va y avoir un raz-de-marée de réanimation. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que on va doubler notre capacité de lit en réanimation. Alors là, vous vous dites, ça c'est fabuleux, ça veut dire qu'il y a des réserves de lits de soignants dans des plastiques où on ouvre le zip et il y a un soignant avec un lit qui sort pour doubler le nombre de lits de réanimation. Eh ben non, en fait, c'est pas ça. La réanimation, en fait, c'est un service hospitalier qui fait partie de l'ensemble des soins qui s'appellent les soins critiques. Dans les soins critiques, vous avez les lits de surveillance continue, donc qui sont les plus nombreux. Donc ça, c'est quand vous n'êtes pas apte à rester dans un lit classique, vous passez en surveillance continue. Quand vraiment ça ne va pas, vous passez en lit de soins intensifs. Et quand vraiment ça ne va pas du tout, vous passez en réanimation. Et donc, des lits de réanimation, il y en a, pardon, il y en a 5000. Et pour passer de 5000 à 10 000, ils ont juste dit, bah, on va prendre 5000 lits qui sont des lits de surveillance continue. Et à partir d'aujourd'hui, ce sont des lits de réanimation. Tadam! C'est comme ça, ça s'appelle réarmer. Voilà. Mais c'est les mêmes gens, avec les mêmes soignants et les mêmes lits, qui sont désormais des lits de réanimation. Et donc, dans ces lits de soins continus, bah, on va mettre des gens, puisque de toute façon, il y a beaucoup moins de services, il y a beaucoup moins de lits de soins continus, puisqu'on a dit que c'était la réanimation. Donc, dedans, on met des gens qui vont pouvoir être comptabilisés en réanimation. Ce qui fait qu'en 2020, on peut compter plus de réanimations que les années précédentes, juste parce qu'on a mis beaucoup plus de lits à disposition et qu'on les a remplis. Et qu'un lit de réanimation, pardon, ça rapporte à peu près 3 fois plus qu'un lit de soins continus à l'hôpital qui met quelqu'un dedans. Et dès qu'on a le Covid, voilà, même si c'est un Covid orteil cassé, ça peut nécessiter des soins particuliers. Donc, que ce soit au niveau de la mortalité, que ce soit au niveau des hôpitaux, on n'a pas trace qu'il se soit passé quelque chose en 2020. Ni en 2021 non plus. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de statistiques qui nous permettent de justifier le délire qu'il y a eu derrière. Vous pouvez aussi utiliser le réseau Sentinelle si vous voulez. Le réseau Sentinelle, parmi les médecins, il y en a qui font partie du réseau Sentinelle, et quand ils voient des malades, ils font une déclaration au réseau pour dire, bah tiens, lui, c'est la grippe, lui, c'est machin. Et quand il y a un grand nombre de médecins qui arrivent, qui disent le diagnostic, ça permet de faire des courbes qui montent, et ça fait ce qu'on appelle des vagues épidémiques. Bon. Jusqu'en 2020, les médecins ramenaient tous les ans les malades de l'hiver qu'ils appelaient les états grippaux. Voilà. Donc ça s'appelle même pas la grippe, ça s'appelle les états grippaux. Et en 2020, ils se sont dit, c'est une connerie ce qu'on fait depuis 30 ans. Voilà. On ne va pas appeler ça des états grippaux, on va dire que ce sont des syndromes respiratoires. Voilà, un syndrome respiratoire aigu. Voilà. C'est ça qu'il faut mettre. Et ensuite, après, on va décider si c'est la grippe ou le Covid. Donc, vous voyez la grippe de 2019-2020 qui monte là. Et puis là, à partir de mars, on se dit non, mais voilà, c'est pas la grippe, maintenant c'est le Covid. Et vous voyez la courbe qui normalement fait une belle bosse, qui va faire un créneau, hop, qui va se garer et qui laisse la place au Covid. Donc il y a un trou, vous allez sur Sentinelle, vous tapez syndrome respiratoire, vous mettez grippe, et vous voyez tous les ans, il y a un pic de grippe déclarée par les médecins. Puis vous voyez 2020, voilà, la disparition complète. La grippe, c'est sympa, ça laisse sa place au Covid d'arriver. Voilà. Donc même du côté du réseau Sentinelle, pardon, on ne peut pas justifier le fait qu'il se soit passé quelque chose. On n'en a pas trace. Alors comment est-ce qu'on a fait pour raconter cette histoire du Covid? Il y a eu plusieurs phases. La première, à l'hôpital. La priorité d'un hôpital, je ne sais pas si vous êtes déjà à l'hôpital, mais vous avez dû vous en rendre compte. Quand vous allez à l'hôpital, la première des priorités de l'hôpital, c'est pas de vous soigner, c'est de vous enregistrer. Voilà. C'est vraiment le truc important pour l'hôpital. On y va, on passe votre carte, on passe du temps à vous enregistrer. Ensuite, vous passez dans la salle d'attente pendant 8 heures. Mais l'enregistrement, lui, c'est bien. C'est fait. Alors, pourquoi il faut vous enregistrer? Parce que jusque dans les années 90, les hôpitaux recevaient pour financement ce qu'on appelle une dotation globale de fonctionnement, comme les collectivités aujourd'hui, comme les communes. On donnait à l'hôpital du pognon de façon à ce qu'il puisse soigner la population qui est autour. Depuis les années 90, on a changé de stratégie, on a informatisé l'hôpital de façon à ce qu'il enregistre tout le monde, on lui a donné des belles nomenclatures de façon à ce qu'il mette tout le monde dans des cases,
Et puis une fois que tout ça s'était fait, on a dit, bah, ça tombe bien, on va s'en servir. Dorénavant, l'hôpital ne recevra plus de dotation globale de fonctionnement, mais sera soumis à la tarification à l'acte. Donc à chaque fois qu'on vous enregistre, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est comme ça que l'hôpital va recevoir de l'argent, en fonction de la manière dont il vous a enregistré. Et donc la personne qui vous enregistre, c'est un technicien de l'information médicale qui va mettre vos symptômes. Donc il enregistre vos symptômes dits par le médecin, et puis là il va avoir une grille où il y a un petit logiciel qui va lui dire « Alors, selon ces symptômes, le patient peut rentrer dans cette case-là et c'est tel tarif. » Ou bien, il peut rentrer plutôt dans cette case-là et c'est tel tarif. Ou bien, voilà. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont décider, celui qui, à l'hôpital, va pouvoir donner le meilleur remboursement. Le code Covid-19 est un code d'urgence. Alors, pardon. La nomenclature, le nom des maladies, c'est pas propre à l'hôpital. Il y a une nomenclature internationale qui s'appelle la Codification internationale des maladies. C'était version 10 en 2020, on est passé à la version 11 là, qui est pilotée par l'OMS. C'est l'OMS qui décide du nom et de la reconnaissance de tous les noms de maladies dans le monde. En janvier 2021, donc rien n'avait commencé, enfin mis à part l'histoire en Chine, quoi, l'OMS rentre un nouveau code d'urgence Covid-19, c'est une première. C'est-à-dire que dès ce moment-là, l'OMS a décidé qu'il y aurait une pandémie mondiale et que ça valait le coup de rentrer un beau petit code pour tous les hôpitaux. Donc à partir de cette date, les hôpitaux, janvier 2020, 31 janvier 2020. Et donc à partir de cette date, les hôpitaux vont pouvoir enregistrer des codes Covid-19. Il se trouve qu'en France, notamment, le code Covid-19 donne droit à une rémunération qui, dans la case infection et inflammation respiratoire, qui rapporte beaucoup plus que grippe, que tuberculose, que bronchopneumopathie chronique, que les pneumonies, que les pleurésies, enfin que toutes les autres. Et donc à partir de cette date, on voit s'effondrer à l'hôpital toutes ces maladies. Elles disparaissent au profit d'une nouvelle maladie qui s'appelle Covid-19 et qui vient remplir toutes les cases. Si vous faites le bilan de 2020 sur toutes les maladies dites respiratoires, il n'y a pas d'augmentation visible. Mais il y a bien un transfert de toutes les maladies vers la nouvelle case Covid-19. Donc il n'y a pas d'existence visible d'une nouvelle pathologie qui s'appellerait Covid-19. Il y a un transfert de tout le reste vers cette pathologie. Et je ne vous compte pas les cancers et les trucs, enfin bref, vous m'avez compris. Donc ça a été la première phase du délire aigu et qui a concerné l'hôpital. Mais on n'aurait pas eu de crise à ce point-là si on n'avait pas déversé la même peur dans toute la population. Et donc c'est là quand sont intervenus les fameux tests, sur lesquels on a changé de perception de la maladie et on est rentré dans l'ère du docteur Knock où évidemment tout bien portant est d'abord un malade qui s'ignore. Alors, c'est quoi un cadre théorique scientifique pour mettre en place un test? En théorie, pour pouvoir mettre en place un test, vous devez d'abord identifier ce qui pourrait être un pathogène ou une cause de maladie, qui causerait, soi-disant, une maladie spécifique. Et puis, vous allez pouvoir créer un test qui est censé reconnaître cette maladie. Ou d'ailleurs reconnaître quoi que ce soit. La maladie, c'est la réalité, c'est-à-dire une personne malade, c'est quelque chose de réel. Un test, c'est un test. C'est pas la réalité. C'est même un test, c'est un nom particulier utilisé en statistique pour une certaine catégorie de choses. Je vais vous donner un exemple concret. Tout le monde voit ce que c'est qu'une femme enceinte? Il y a ce qu'on appelle des tests de grossesse qui permettent aux femmes enceintes aux femmes de savoir si elles sont enceintes en faisant pipi sur un test de grossesse. S'il y a une barre qui s'affiche, elles ne sont pas enceintes. S'il y en a deux, elles sont enceintes. La réalité, c'est la femme enceinte. Ça, c'est la réalité, le concret. Le test, c'est un test. Il a une certaine fiabilité. Ce n'est pas 100%. Vous prenez 5 millions de petits garçons européens de 9 ans qui vont tous faire pipi sur un test de grossesse, vous aurez des tests positifs. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura. Vous faites quoi d'un petit garçon de 9 ans qui vous regarde avec un test de grossesse positif?
Vous lui faites démarrer un suivi de grossesse. Alors, de grossesse asymptomatique, évidemment. Hein. Puis 9 mois plus tard, en salle d'accouchement, bon. Inversement, si vous avez une femme enceinte jusqu'aux yeux avec un truc qui bouge dans le ventre, qui fait pipi, que le test est négatif, vous imaginez pas un médecin qui lui dit « dégage de là, t'es pas enceinte ». Enfin, il y a une réalité, il y a le test. En fait, le test de grossesse, on peut même calculer sa fiabilité. Vous prenez 100 000 femmes enceintes, vous leur faites faire tous pipi sur un test de grossesse. Tout test qui revient négatif, c'est ce qu'on appelle un faux négatif. Et ce pourcentage de faux négatifs, ça permet de calculer ce qui s'appelle la sensibilité du test. C'est un pourcentage. De la même manière, vous prenez 100 000 femmes pas enceintes ou même des hommes, ce que vous voulez, qui font tous pipi sur un test de grossesse, tout test positif, c'est un faux positif. Ça vous permet de calculer la spécificité du test. Vous avez les deux, sensibilité, spécificité, les deux pourcentages, ça vous donne une idée de la fiabilité du test. Pour pouvoir faire ce calcul, j'ai mon test et j'ai la réalité, ce qu'on appelle le gold standard. Une femme enceinte, vous voyez ce que c'est. C'est concret. Et donc, je peux avoir un test que je peux calibrer. Il y a des tests Covid-19. Alors, quel est le gold standard du Covid-19 ? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun tableau clinique, ensemble de symptômes, qui puisse permettre de définir quelque chose qu'on appellerait Covid. Ça n'existe pas. Par construction, les tests Covid-19, on ne peut pas être statisticien et prétendre qu'ils représentent quelque chose. C'est par construction une escroquerie médicale. Point. Et ce n'est pas les seuls tests pour lesquels c'est le cas. Mais cela, au moins, on peut le démontrer. Et on peut le démontrer parce qu'on a des statistiques. On a des statistiques, notamment Santé publique France et la DREES. Donc, la DREES, ce sont les statisticiens du ministère de la Santé, DREES, publient les résultats des tests français qu'il y a eu tout au long de la folie covidiste, où on sait si la personne a un test positif, un test négatif, on sait même si elle est vaccinée, pas vaccinée, et on sait si elle a des symptômes ou si elle n'en a pas. Donc on peut faire son statisticien, télécharger les données et regarder ce que valent les tests. Et donc je vais regarder 4 catégories. Je regarde quand une personne fait un test, voilà, le test il peut être soit positif, soit négatif, on est d'accord. Et la personne elle peut être soit malade, symptomatique, soit en parfaite santé, asymptomatique. Question, donc là c'est pendant l'année 2021 qui est intéressante. J'ai une personne qui fait son test. Elle ressort avec un test positif. Quelle est sa santé? En écrasante majorité. Elle est en parfaite santé. Dommage. En majorité, les personnes avec des tests positifs sont des personnes en parfaite santé. Prenons l'exemple inverse. J'ai une personne avec... comment est-ce qu'on va dire ça? J'ai une personne qui a des symptômes, c'est-à-dire qu'elle est malade, elle fait son test. En écrasante majorité, comment sera son test? Il sera négatif. Voilà. Donc sur l'année 2021, on a un fabuleux test Covid qui marche à l'envers. Si vous êtes malade, vous avez un test négatif en majorité, et si vous avez un test positif, rassurez-vous, vous êtes en excellente santé. C'est quoi les pourcentages? Alors, sur l'année 2021, ça dépend des mois, parce que ça varie en fait. Le test Covid, il a la bonne idée de ne pas être constant dans le temps, en termes de rapport. Moi, j'ai quoi? J'ai donc les tests négatifs asymptomatiques, c'est 61%. Sur toute l'année 2021, les tests négatifs symptomatiques, c'est-à-dire je suis malade mais j'ai quand même un test négatif, c'est 9%. C'est 2 fois plus que si j'ai des symptômes et que j'ai un test positif, qui n'est que 4%. Donc si j'ai des symptômes, j'ai 2 fois plus de chances d'avoir un test négatif qu'un test positif. Les symptômes dits du Covid. Ensuite, si vous voulez l'inverse, c'est-à-dire que j'ai un test positif, dois-je m'inquiéter? Vous avez plus de la moitié des mois sur lesquels on a des gens qui sont en parfaite santé. Ce n'est pas des gros pourcentages d'écart, mais c'est toujours plus. En fait, c'est la totalité des mois. Tous les mois de 2021, si vous avez un test positif, vous êtes majoritairement en bonne santé. L'écart va changer, les chiffres vont changer en 2022 à une date précise.
Il y a eu un moment, je reviendrai après, mais il y a eu un moment où il y a eu un débordement du nombre de tests réalisés. On en reparlera plus tard. Mais c'est au moment où le ministre de la Santé a dit il faut absolument une troisième dose, sinon votre passe sanitaire ne marche plus. Et là, les gens se sont rués vers les tests. Parce que comme les vaccins étaient sûrs et efficaces, on préférait avoir un test, plutôt, un test positif. Et donc, les gens sont tellement rués vers les tests que ça a fait des millions et des millions de tests à réaliser pour les laboratoires, qui n'ont pas embauché de gens supplémentaires. Ils ont dit maintenant ils ont des super machines, mais chaque test réalisé, c'est de la manutention, hein. Donc il faut quand même, à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne un tube à essai et qui met dans une machine. Donc quand vous passez de 100 000 à 1 million, c'est-à-dire que vous en faites 10 fois plus, je ne sais pas comment vous réalisez ce travail si vous ne faites pas une embauche massive de personnes pour faire la manutention. Il se trouve qu'il n'y a pas d'embauche massive de la part des laboratoires, il y a des bénéfices exceptionnels, et que c'est le seul moment où les statistiques deviennent cohérentes. C'est-à-dire que quand on a des symptômes, on est plus souvent positif, et que aussi, quand j'ai dit, quand on n'a pas de symptômes, on est plus souvent négatif. Donc pendant cette période-là, qui est courte, tous les chiffres sont cohérents. Ce qui, en tant que statisticien, me fait plutôt penser que, comme vous allez au laboratoire, on vous demandait si vous avez des symptômes, vous répondiez oui, positif, voilà, hop. On s'économise une machine, ce qui fait que derrière, les stats sont cohérentes. En fait, l'explication la plus simple que j'ai, sachant que je ne vois pas comment est-ce qu'ils ont pu gérer autant de tests et que vous aviez les résultats dans la semaine, c'est qu'en fait, ils se sont basés sur un autre critère beaucoup plus fiable. Est-ce que vous êtes malade? Oui, vous êtes malade. Voilà. Quand on est un peu malade, vous pouvez pas se déplacer dans les labs, aller faire un test à distance. Ce qui est encore plus efficace. Pardon. C'est encore plus facile. Ah oui. Alors, c'est aussi la période où on est passé du test antigénique. Enfin, auparavant, tout test antigénique était confirmé par PCR, pardon. Et là, ils ont dit un test antigénique positif, c'est positif, on ne réfléchit pas. Ce qui a permis que tout le monde soit positif. Et ce qui a fait dire à tout le monde, regardez la vague Omicron, ça vaccine tout le monde. Ça ne vaccine pas tout le monde. On a dit que tous les tests étaient positifs, puis voilà quoi. Bon. Mais c'est quand même des choses intéressantes à regarder, les fameux tests. Parce que on voit bien qu'il n'y a aucune cohérence dans les tests. Autrement dit que même aujourd'hui, j'ai des amis qui sont vaccinés, d'autres pas vaccinés. J'ai des amis vaccinés qui se testent. J'ai même aussi des amis qui sont non vaccinés, qui ne veulent pas, mais qui se testent quand même. Il n'y a pas plus de réalité dans le test que dans les vaccins, hein. Il n'y a pas plus de réalité dans ce qu'on a appelé Covid-19 et SARS-CoV-2 qu'il y en a dans l'efficacité vaccinale, hein. Il n'y a pas de trace statistique. Et les tests sont bidons, hein. Juste vraiment bidon, j'insiste sur le terme. Il n'y a pas de gold standard. Et si on fait semblant qu'il y en a un et qu'on va voir le résultat, on voit qu'il marche à l'envers. Enfin, sauf quand on décide qu'il marche à l'endroit. Il marche à l'envers tout le temps, j'aurais dit c'est un mauvais test. Ou il aurait fallu le faire à l'envers. Mais vu que ça change dans le temps, bon. Bon, et le fait que les tests soient bidons, ça pose un problème, notamment sur les vaccins. Ça pose un problème puisque dans toutes mes conférences, il y a des gens qui sont vaccinés, hein, certains ont fait 1, 2 doses, d'autres plus. Il y en a qui se sont arrêtés au bout d'un moment quand ça les a cognés sévères, ou bien qu'ils ont commencé à se renseigner. Enfin, chaque histoire est différente. D'ailleurs, je ne juge pas les gens, hein. Moi, il y a tout un tas de vaccins que j'ai fait ou que j'ai fait faire à mes enfants sans avoir lu aucune étude dessus, mais parce que mon médecin a dit qu'il fallait le faire. Voilà. Maintenant que je commence à lire toutes les études réalisées sur chacun des vaccins, voilà. Je ne critique pas plus les vaccins Covid-19 que les autres. J'attends d'en voir un qui a une étude correctement réalisée. Les enfants autistes. Non, j'ai pas d'enfant autiste. Enfin, déjà, quand on connaît moi et ma femme, on peut avoir des doutes de toute façon, donc peut-être qu'on s'en rend pas compte. Enfin. Bon. Le fait que les tests soient bidons, ça pose un problème puisque, voilà, comme je disais, tout le monde, il y a plein de gens qui ont été vaccinés, mais dans mes conférences, jusqu'ici, sauf si quelqu'un en a vu une ancienne, mais jamais personne ne m'a dit quelle était la raison donnée par les laboratoires, pourquoi est-ce qu'il fallait se vacciner. Qu'est-ce que les laboratoires ont promis? Parce que quand même, ils ont été achetés des milliards, distribués. Les laboratoires promettaient quoi? Vous prenez le vaccin et qu'est-ce que vous avez derrière? Vous n'êtes plus malade? Non. Aucun laboratoire n'a dit prenez mon vaccin, vous ne serez plus malade. C'est pas vrai. Forme grave non plus. Aucun laboratoire n'a dit quoi que ce soit dessus.
Aucun laboratoire n'a dit de transmission. D'ailleurs, pour votre gouverne, il n'existe Fiable à 100%. à l'heure où on se parle, il n'y a aucune étude qui montre un principe de transmission de maladie concernant ce qu'on appelle Covid-19. Ça n'existe pas. Donc on ne pouvait pas faire un vaccin qui allait prémunir contre quelque chose qu'on n'a jamais étudié, enfin, que personne n'a jamais réussi à montrer. Donc non. Voilà. La seule chose qu'ont promis les laboratoires, c'est prenez mon vaccin, il y aura moins de tests positifs. Point. Ce qui pose un problème quand on se rend compte que les tests sont bidons. Donc comment est-ce qu'ils ont fait nos laboratoires? Ils ont dit on va se baser uniquement sur des résultats de tests positifs, c'est ça qui nous donnera la définition de ce qu'est le Covid-19. OK? Donc on va prendre 20 000 personnes qu'on va vacciner, 20 000 qu'on ne va pas vacciner, et donc il va falloir les tester pour savoir qui a le Covid-19. Mettons-nous à la place des laboratoires. Nous faisons une étude sans biais. Qu'est-ce que je dois faire pour être sûr que mon vaccin marche? C'est-à-dire qu'il y aura moins de tests positifs chez les vaccinés. Qu'est-ce que je dois faire? Supprimer ce qui fait que le test reste positif. Non, mais si jamais je suis honnête et que je veux faire une vérification honnête, que dois-je faire? Exactement. Je teste tout le monde. Quand? Tout le temps. Tout le temps. En tout cas, je dois mettre en place un protocole qui va tester les deux groupes le même nombre de fois dans le temps. Ce protocole n'a jamais été mis en place par aucun laboratoire. Nous ne connaissons pas le nombre de fois que les deux groupes ont été testés. Et ce que nous apprennent d'ailleurs les études de Pfizer, c'est qu'en fait, au sein du laboratoire, il y avait plein de personnes qui savaient qui étaient des patients vaccinés, pas vaccinés. Et la manière dont ils les testaient, c'est un patient appelle, dit « Oh là là, je ne me sens pas très bien ». Et là, on disait « Je vous rappelle, venez vous tester ». Si tout le monde sait qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, on a un vacciné qui appelle, qui dit « Allô, je ne me sens pas bien », on dit « Non, c'est bon, ça va passer, restez chez vous ». On a un non-vacciné qui appelle, on dit « Oui, venez, on va vous tester, même 2 fois ». Voilà. Ce qui fait que, au bilan, si vous testez 2-3 fois plus les gens du groupe non vacciné, vous allez finir par avoir un vaccin qui fonctionne. Puisque le vaccin, il protège les gens du test, puisqu'on ne les teste pas s'ils sont vaccinés, parce qu'on n'a pas envie de trouver le résultat. Si vous regardez les résultats globaux, il n'y a pas moins de morts, même que ce soit chez Pfizer, chez Moderna, dans le groupe vacciné, dans le groupe vacciné, il y en a le même. Il y a le même nombre de chaque côté. Il y en a même un de plus, je crois. Il y a un mort de plus, je crois. C'est Moderna, côté vacciné. C'est pas terrible. Bon, bref. Mais comme ils ont basé leur test sur les résultats de tests positifs, ah oui, il y a même plus de malades chez les vaccinés, parce qu'ils sont malades notamment des effets indésirables du vaccin, c'est écrit dedans. Donc il y a plein de malades chez les vaccinés. Donc ce que prouvent Moderna et Pfizer, c'est sûr, c'est que le vaccin rend malade. C'est dans les études, ça on en est sûr. Donc il y a bien un agent actif dedans, ça rend malade, voilà, statistiquement prouvé. En revanche, voilà, pour ce qui est des tests, il suffit de se démerder de façon à ce que les tests soient moins réalisés chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Vous testez les non-vaccinés. Une fois que vous avez compris ce principe, vous pouvez vendre votre vaccin et vous dites à tous les États, pour avoir un vaccin qui marche, il faut tester que les non-vaccinés. Tous les pays qui ont acheté du Pfizer, du Moderna, ont mis en place un système de contrôle social qui allait faire qu'on allait tester que les non-vaccinés. Comment s'appelle ce système de contrôle social? Le pass sanitaire ou pass vaccinal. Vous mettez en place un pass sanitaire, vous garantissez que vous allez tester quasiment que des non-vaccinés. Et donc, vous allez trouver des tests positifs chez qui? Chez les non-vaccinés. Un vaccin sûr et efficace créé par nos soins, voilà. Vous remplacez le test du Covid par le fait de lancer un dé. Tu fais t'as le Covid. Et tu fais, voilà, le reste, tu l'as pas. Et tu remplaces le vaccin par une patte de lapin. Ou quand tu rentres dans le resto, si tu as la patte de lapin autour du cou, tu n'es pas obligé de lancer ton dé, tu as moins souvent le Covid, quoi. C'est la même chose. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis grâce à une magnifique courbe qu'on va commenter ensemble. C'est dommage, j'aurais bien aimé la projeter. Je vais essayer de vous la mettre. Je parle de la courbe. Sur le... Des fois, je me tendais de perche tout seul. Si vous êtes dans le fond, vous tapez sur votre smartphone. Ah oui, non, on a dit silencieux. Non, mais mettez en silencieux, mais mettez quand même la data. Et vous tapez sur votre smartphone VaxImpact. VaxImpact.
Vous allez tomber sur le site de Guillaume Rosier, qui est cet ingénieur français qui a été décoré de l'Ordre national du mérite par Emmanuel Macron pour tout son travail en statistique. Alors, il n'avait pas les critères, hein, pas l'âge, pas le nombre d'années travaillées, tout ça, on s'en fout. De toute façon, on s'en fout de tout depuis que c'est Emmanuel Macron. Malgré tout, il y a eu l'Ordre du mérite. Mais sur son site, donc il y a le site VaxImpact et il y a le site Vitmados aussi, pour lequel il a été décoré. Mais sur VaxImpact, il y a cette courbe, voilà, que vous pouvez découvrir. Et alors, celle-là, elle est magnifique parce qu'en une seule courbe, Guillaume Rosier, il nous démontre l'escroquerie du test et des vaccins en une seule courbe. Et ça me mérite vraiment la médaille de l'Ordre du mérite. Enfin, vraiment. Je lui ai écrit, je lui ai dit, franchement, cette courbe-là, je m'en sers tous les jours. C'est magnifique, il y a tout dedans. Voilà. Alors, il se passe quoi sur cette courbe? Alors, c'est la courbe qui donne le taux de positivité des gens en fonction de leur statut vaccinal. Et donc, vous avez en orange, et c'est par date. C'est-à-dire que là, on démarre au moment du pass sanitaire en juillet 2021 et ça s'arrête en mars, non, un peu plus loin, mais là, en juillet, enfin mai-juin 2022. Voilà, ça va de 2021 à 2022. Donc, vous avez plusieurs courbes. La courbe orange, ce sont les non-vaccinés. Voilà. Qui vont être, voilà, c'est les non-vaccinés. La courbe bleue claire, ce sont les vaccinés une dose, on va moins en parler. La bleue foncée, ce sont les 2 doses et la noire, ce sont les 3 doses. Bon, l'important à comprendre sur cette courbe, c'est comment est-ce qu'un vaccin marche. Donc, on démarre au début de la courbe. Au début, il ne se passe rien. Tout le monde ne se teste pas, donc il n'y a pas de pandémie puisqu'on ne se teste pas, tout simplement. Et puis là, on arrive en juillet 2021, 12 juillet 2021, et là, il y a l'annonce du jour au lendemain de ce qui va être le pass sanitaire, exactement. Et donc, on est en juillet 2021, les Français sont en vacances au bord de la mer ou ailleurs d'ailleurs, et tout d'un coup, ils sont obligés de se tester. Et du jour au lendemain, ils se testent, et donc il y a des tests positifs puisqu'ils vont tous se faire tester. Enfin, tous, non, pas tout à fait. Ceux qui sont obligés de se tester, ce sont ceux qui ont 0 dose ou 1 dose. D'accord ? Ce qui fait qu'au début, on a une flambée de tests positifs qui ne sont pas du tout des malades. Je vous rappelle qu'on est en plein mois de juillet, il fait relativement beau en 2021. Vous avez déjà entendu parler des grandes épidémies du mois de juillet en France. Vous savez les grandes épidémies de rhume du mois de juillet? Non? Voilà, ça n'existe pas. Donc là, on a quand même une épidémie de gens qui ont mal au nez, enfin surtout les narines. Bref. Et donc, on a bien une augmentation forte au début des vaccinés 0 dose et aussi des vaccinés 1 dose. Eux, pas de bol, comme ils n'ont qu'une dose, ils ne sont pas protégés. Et donc, les premiers jours, les premiers jours, ils se testent autant, donc ils sont tout autant positifs que les autres. Après, ça se décroche parce que si vous êtes vacciné 1 dose et que vous avez la chance d'avoir un test positif, vous êtes vacciné. On dit que vous avez votre 2e dose. Voilà. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais il y en avait dans le tas, ils disaient moi j'ai 1 dose, plus si j'étais malade, du coup 2. Mais administrativement, ça marche. Bon. D'ailleurs, je vous rappelle les règles administratives de l'époque. On est en plein mois de juillet et on vous dit en plus, à ce moment-là, vous avez le Covid-19, c'est-à-dire que vous êtes atteint d'une maladie potentiellement mortelle. Vous êtes en parfaite santé et vous êtes atteint d'une maladie mortelle. Donc d'une maladie mortelle mais asymptomatique. Donc ça, c'est la dangereuse, voilà. Et vous avez donc une absence de symptômes, donc vous avez une non-maladie mortelle pour laquelle on vous demande immédiatement de vous confiner. De vous confiner pour éviter que vous transmettiez votre absence de symptômes à vos voisins. C'est la règle. Parce que vous pouvez transmettre votre non-maladie. Vous pouvez transmettre votre non-maladie et dans la règle administrative, au bout de 15 jours, vous êtes déclaré guéri. Donc, vous êtes guéri de la non-maladie que vous avez eue. Oui, avant, vous étiez en parfaite santé, et 15 jours après, vous allez beaucoup mieux. Voilà. Oui, mais ce n'est pas fini, puisque administrativement, vous êtes également déclaré immunisé contre la non-maladie que vous avez eue. Vous ne pouvez pas obtenir la même non-maladie 2 fois. Si vous avez déjà une non-maladie, 15 jours après, si là vous vous sentez non malade, sachez que vous serez bientôt guéri.
et que vous ne serez pas malade pour la même raison une deuxième fois. C'est ça les règles administratives Covid-19. Bon. Alors, moi, je bossais à l'époque, hein, on en a eu hein, des appels de genre « Ah oui, non, là, je suis désolé, les gars, j'ai le Covid, je peux pas venir. Ah merde, ça va. Ah non, ça va pas du tout. Ben, moi, j'ai le Covid le plus vicieux. Moi, j'ai le Covid asymptomatique. Ah. Voilà. Bah zut, oui. Puis là, on réalise qu'en fait, le collègue dans votre bureau la veille, et là, vous vous dites « Mais mince, mais… » Bah oui, bah… Moi aussi, j'ai pas de symptômes. Merde. Bah, va vite te faire tester. Hein. C'est bien bon. Par ce mécanisme administratif, vous créez artificiellement un principe de transmission. Hein. Vous transmettez à l'autre le fait de devoir se faire tester. Donc même statistiquement, les guignols qui font des courbes de transmission de trucs, là, en fait, c'est ça qu'ils suivent. Ils suivent bah, le type qui a dit à machin, va te faire tester. C'est tout. Bon, bref. Ça, c'est la science. Hein. Donc, au début, pendant le pass sanitaire, on a un vaccin très efficace puisqu'il permet aux vaccinés de ne pas se tester. Donc, bah, comme ils ne se testent pas, ils sont moins positifs que les autres. Donc, les premiers mois, pendant l'été, là, où tous les Français doivent aller au resto, à la plage, machin, au ciné, doivent se tester à chaque fois, là, donc les coups des couvillons. Donc, il y a plein de positifs chez les non-vaccinés puisque eux, ils se testent. Mais il y arrive, la courbe monte et la courbe va redescendre à une date extrêmement précise, voilà, qui est en plein milieu. Donc les Français sont en vacances. Et quand est-ce que la courbe va descendre? Pas tout à fait à la rentrée. C'est quoi le pic des vacanciers en France? C'est le 15 août. Donc voilà, la date exacte de la décrue, c'est le 15 août pile. Voilà. Donc les juilletistes sont partis, les haussiens commencent aussi. Voilà. Donc 15 août pile, la courbe redescend. Donc en septembre, la courbe est assez basse. Là, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que une efficacité vaccinale, quand personne se teste, ça tombe à zéro. Et puis là, derrière, il va y avoir une belle remontée. Alors, ce n'est pas du tout une épidémie, là, donc une belle courbe orange. Ça, c'est à la rentrée de la Toussaint 2020. Donc moi, j'avais un gamin en 6e, je me rappelle. C'est le ministre de la Santé qui a dit que tous les gamins de collège devaient désormais se tester tous les jours. Et les gamins de collège étaient non vaccinés. Donc là, vous voyez un pic qui redémarre, qui sont les gamins de collège où les parents, j'en connaissais, qui allaient tous les jours les faire tester pour de vrai, là. Et voilà, donc c'est ah non, fais gaffe, hein, tu nous as encore ramené le Covid. Voilà. Oui, asymptomatique. Enfin, oui, alors je vous assurais que tous les jours qu'un gamin, quand il se prend le truc, il est plus asymptomatique au bout d'un moment. Hein. Ça, je vous assure. Bon. Mais d'ailleurs, cette courbe-là, elle fait remonter aussi la courbe des vaccinés 2 doses. Les parents, je voyais à l'œuvre, donc tous les jours, ils testaient leur gamin. Voilà, Covid, merde. Et comme ils avaient que le gamin avait le Covid, ils allaient se tester eux aussi. Parce qu'ils avaient un vaccin efficace, mais pour lequel il fallait se tester. Bon. Donc, leur courbe va monter eux aussi. Alors là, il y a une date absolument magique. On est fin décembre 2021. Et donc là, il y a le ministre de la Santé français, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui dit ouais, non, mais tous les Français, vous me faites chier, j'ai encore plein de doses à écouler. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit la science m'a dit, mais la science m'a révélé que désormais, oui, la science m'a révélé que désormais, les vaccins ne sont efficaces que 6 mois. Donc, c'est-à-dire que désormais, toute personne qui a eu son vaccin plus de 6 mois devra faire une 3e dose. Et donc, c'est là qu'on arrive au moment magnifique où tous les vaccinés 2 doses, il y en a plein pour qui ça s'est très bien passé, il y en a d'autres que ça a cogné sévère, ou bien ils ont vu un de leurs proches cogner sévère, et donc là, vous savez, il y a le cerveau reptilien qui se met en marche et qui dit « doigt d'en feu, ça fait mal », quoi. Donc, ils n'ont pas très envie de recommencer. Et plutôt que se ruer sur des vaccins sûrs et efficaces, ils vont tous se ruer sur les tests. Clac. Voilà. Et ils se ruent tellement sur les tests, les vaccinés 2 doses, qui sont la courbe bleue, que la courbe bleue passe au-dessus de la courbe orange, c'est-à-dire que les vaccinés 2 doses deviennent encore plus positifs que les non-vaccinés. Parce qu'ils se testent encore plus de façon à ne pas avoir 3e dose. Et donc là, vous avez quand même le gouvernement français qui est emmerdé à l'époque, je me rappelle bien, et qui est obligé de faire des circonvolutions en disant « Oui, alors les vaccins, 2 doses de vaccin, ça protège moins que 0. C'est donc la preuve qu'il faut une 3e dose. » Voilà. Alors, je me rappelle, moi, j'ai écrit au gouvernement, c'était sur Twitter, je ne sais plus, j'ai écrit ouais, « Bonjour, monsieur le gouvernement, alors moi, je suis embêté parce que
Alors moi, je n'ai pas de dose, alors comment je fais pour faire la 3e d'abord? Tiens, bon. Bon. Et ça dure tout le temps de cette fameuse, voilà, le prétendu pic Omicron, tout ça, qui est juste le pic de tous les vaccinés de dose qui sont plus protégés par leur vaccin et qui vont tous se faire tester. Voilà. Donc ça dure. Ça dure, et puis après, ça redescend après les vacances. On arrête un peu de faire chier les Français avec ça. Et il y a une date magnifique qui est exactement inscrite là-dessus, qui est début mars 2022. Eh bien, le jour même de la fin du pass sanitaire, eh bien, toutes les courbes finissent de s'inverser. C'est-à-dire qu'à partir de la fin du pass sanitaire, ceux qui sont le plus souvent positifs, ce sont les vaccinés 3 doses. Un peu moins positifs qu'eux, mais qui se testent quand même, ce sont les vaccinés 2 doses. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, quand même, avoir un petit test positif, c'était 15 jours de vacances garanties. Voilà, un petit test positif pour une maladie asymptomatique, voilà. Ah, tu fais quoi, Jean-Pierre, t'es pas venu? Oh bah non, là j'ai encore un test Covid positif, là donc je vais encore mourir, donc là je prends des patates pour l'année prochaine. Voilà. Et les moins positifs du tas, ce sont les asymptomatiques. Ce sont les non-vaccinés. Oui. Donc c'est dans l'ordre. Les plus positifs, c'est les 3 doses, un peu moins positifs que c'est les 2 doses, et les moins positifs, c'est les non-vaccinés. Cet ordre est parfait et correspond à un mécanisme psychologique extrêmement bien documenté qui s'appelle la trouille. Donc plus on a la trouille et plus on se vaccine, et plus on a la trouille et plus on se teste, et ça marche très bien. Et la seule chose qui a fait croire à une efficacité vaccinale, ça a été toute la période du pass sanitaire, qui a permis de faire un vaccin qui était extrêmement efficace contre le fait de se faire tester. Et c'était déjà dans les études de Pfizer et Moderna. Donc l'ensemble de l'escroquerie existe depuis le début, et elle est organisée comme ça. Voilà. Je me rappelle avoir fait un test Covid une fois où devant moi, j'avais un papy obèse masqué qui n'est pas un super-héros moderne, c'était vraiment quelqu'un qui venait pour se faire tester. Et la seule chose qu'il a dit à la laborantine devant lui, au moment de l'enregistrement, il était avec son masque, quoi. Et il a dit, voilà, je veux me faire tester. Et elle fait, vous avez des... non, il dit, j'ai tous mes vaccins. Voilà. Et la dame laborantine lui dit, vous avez des symptômes? Non. Mais je veux savoir. Alors, je vous avoue, je me suis un peu demandé ce qu'il voulait savoir. Qu'est-ce qu'il voulait savoir pour une maladie pour laquelle il n'a pas de symptômes, et il a reçu tous ces 3 vaccins, je crois. Et puis, imagine, il a un test positif, qu'est-ce qu'il dit à son médecin? Il va voir son médecin, docteur, j'ai le Covid. Vous avez des symptômes? Non. Bon, ça tombe bien parce que moi, de toute façon, je n'ai pas de traitement. Voilà. Parce que oui, je vous rappelle que le fait d'être inscrit Covid-19, c'était la garantie que de toute façon, un médecin allait vous donner 0 traitement, puisqu'il n'y avait pas de traitement. Donc voilà. Sauf à Marseille. Oui, sauf à Marseille, oui. Même si j'ai aussi fait une analyse critique de l'étude de Marseille concernant l'efficacité du produit. Et on en parlera plus tard. Enfin voilà, c'est ce qu'il y a à retenir de cette histoire, c'est que l'escroquerie concernant la pseudo-science qu'il y a eu sur cette définition du Covid, elle est totale. Le Covid-19, c'est un artefact administratif de codage pour enregistrer des gens et puis raconter une histoire, mais il n'y a aucune science derrière. Je vous fais un petit résumé là, gentil. Je vais plus loin dans le livre, notamment dans le premier, et je m'attaque assez fortement aux manières dont sont décrites ou le gold standard utilisé par les virologues pour prétendre qu'il existe vraiment un pathogène. Je vais maintenant jusque-là. Ça ne va vraiment pas. Ça ne va vraiment pas, ni dans les méthodes, ni dans les résultats, et encore moins dans les statistiques utilisées. Il y a quand même une réalité derrière dans les chiffres. Ça a été, donc je vous ai montré l'inefficacité totale de la vaccination, efficacité contre quoi d'ailleurs, mais ça a été les effets indésirables. Il y a une grande source concernant les effets indésirables qui s'appelle la pharmacovigilance. Donc les effets indésirables, c'est l'objet surtout de mon 2e livre. Voilà. Bon, je fais de la pub en même temps. La pharmacovigilance, c'est quoi? Quand vous prenez un médicament ou un vaccin, quel qu'il soit, si vous vous sentez mal derrière, vous pouvez prévenir votre médecin, qui doit faire une déclaration à la pharmacovigilance. Ça lui prend un temps fou, il n'a pas le temps. Ou bien vous pouvez le faire vous-même,
Ça prend un temps fou, vous n'avez pas le temps, vous ne savez même pas que ça existe. Et sur Internet, vous pouvez faire une déclaration de pharmacovigilance après n'importe quel médicament, pas que les vaccins, tous. Et on devrait tous le faire. Et les médecins devraient normalement le faire aussi. Mais ils ne le font pas et ça prend du temps. Donc c'est très imparfait, il n'y a quasiment personne qui fait des remontées, personne qui est au courant. Malgré ça, il y a eu des centaines de milliers de remontées à la pharmacovigilance à la suite de la vaccination Covid-19. Des centaines de milliers et même des dizaines de milliers de cas de décès en Europe qui sont remontés. On est à 30 000 décès à peu près qui sont remontés. Pardon? En Europe, oui, 30 000. 30 000, c'est que l'Europe. L'industrie pharmaceutique dit quoi? Elle va dire, pour chacun de ces effets indésirables, jamais vous pourrez prouver que c'est bien le vaccin qui a généré l'effet indésirable. Ils s'en lavent les mains. Et j'explique dans le livre pourquoi est-ce que la loi les protège. La loi demande des choses impossibles aux personnes qui se plaignent. Il y a des jurisprudences qui commencent à arriver un petit peu, il y a des propositions de modification de loi, mais c'est extrêmement dur. Donc d'un côté, l'industrie dit ça. Vous ne pouvez pas prouver. Voilà. Il avait 24 ans, il a fait son vaccin, le lendemain il est mort. C'est peut-être autre chose, une allergie à je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas prouver. Il peut y avoir des experts qui se mouillent et qui disent « Moi, en tant qu'expert, je suis prêt à dire que non, c'est forcément le vaccin. » Ces experts-là ont une durée de vie relativement faible au sein de l'industrie pharmaceutique. Donc il n'y en a pas beaucoup. Ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais l'industrie pharmaceutique dit une deuxième chose. Elle dit « Nous savons pertinemment que les effets indésirables remontent très mal, et quasiment jamais. Et nous savons pertinemment que le nombre réel d'effets indésirables de nos médicaments, c'est ceux déclarés x 10. Donc, quand vous voyez 30 000 morts pour les vaccins Covid remontés à pharmacovigilance, les laboratoires sont prêts à en reconnaître 300 000. Dire, bon, ça c'est notre chiffre. Les experts, ils disent qu'ils ne sont pas affiliés à l'industrie pharmaceutique, disent qu'il ne faut pas faire x 10, il faut faire x 20, alors x 100. Les rares fois où on a fait des études de pharmacovigilance active, on a été voir les gens pour savoir comment ça allait, on s'en est intéressé, on est tombé sur des statistiques complètement folles. Bon. Mais même si on prend l'industrie pharmaceutique, 300 000 morts en Europe, c'est pas trop mal comme score. C'est pas trop mal, mais c'est ridicule par rapport à d'autres scandales, notamment les opioïdes, pour n'en citer qu'un. J'en mets quelques-uns dans le livre. Enfin voilà, l'industrie pharmaceutique, elle ne manque pas de scandales sur lesquels cède quelques petits milliards parmi ceux qu'elle vient de glaner, de façon à payer des procès, ça existe. Hein. Bon. Et moins chez nous, aux États-Unis, ils se font attaquer un peu plus souvent, même s'ils gagnent souvent, voilà, il y a un peu plus d'attaques et des fois ils perdent. Chez nous en Europe, voilà. Il y a un tout petit peu le Mediator qui a fait un peu parler de lui, qui est vraiment un micro-phénomène par rapport à tout le reste de l'industrie pharmaceutique et qui aujourd'hui sert de piédestal à l'industrie qui dit, vous voyez, on a reconnu nos torts grâce au Mediator, alors que c'est vraiment tout petit comme statistique par rapport à tout le reste. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire Mediator, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ils s'en servent pour faire semblant d'avoir réglé leurs problèmes sur cette base-là. Et c'était une boîte française? Oui, c'était Servier. Non, c'était pas elle a pu payer pour les autres, c'était pas grave. Donc les effets indésirables, c'est ça. On est à, oui, c'est ça, j'ai dit, 30 000 morts. Alors avec une statisticienne, en fait, elle est spécialiste des bases de données qui s'appelle Catherine Taillet dans le livre. Elle récupère donc cette base de données européenne et en fait, elle fait de deux manières. Elle récupère les dernières données disponibles, donc datées d'aujourd'hui. Et en fait, depuis décembre 2020, elle a récolté ces données tous les jours. Ou elle a aspiré la base de données tous les jours. Et elle a remarqué que d'un jour à l'autre, il y avait des données qui disparaissaient. Donc des dossiers supprimés, tout ça. Elle a écrit plein de fois à l'agence européenne, là, à l'EMA, dire mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous modifiez les identifiants? Pourquoi est-ce que vous faites disparaître de la base de données des dossiers? Qu'est-ce qui se passe au sein de cette base? Pas de réponse. Ou alors des réponses stupides du type oui, mais c'est parce que vous utilisez Excel. Non, c'est une spécialiste en base de données, elle n'utilise pas Excel. Enfin bref, des trucs vraiment hallucinants. Donc non, pas de réponse satisfaisante, j'en parle dans le livre. Et on a regardé au cours du temps ce que ça donnait. Donc il y a des dossiers qui disparaissent un peu tout le temps. Problème d'encodage, doublons, ça peut arriver dans une base de données. En revanche, quand vous êtes professionnel, vous devez tout documenter. Vous supprimez quelque chose d'une base de données, en fait, vous ne le supprimez pas. Vous le mettez ailleurs, de façon à ce qu'on ait une trace de ce que vous avez fait et que vous n'êtes pas en train de mettre des choses sous le tapis. C'est la règle. Dans n'importe quelle base de données, on fait ça. On ne modifie pas brutalement un truc parce que ça nous arrange.
c'est pas fait. Donc là, on voit une espèce d'amateurisme. Et surtout, quand on regarde au fur et à mesure du temps, il y a une vague de vaccination qui a eu lieu à l'hiver 2022, enfin fin 2022, en Europe. Et en fait, à chaque vague de vaccination, on voit arriver une vague d'effets indésirables. Enfin, c'est normal. Plein de monde en vaccine, c'est le moment où les gens déclarent. Et là, on a une grosse vague de vaccination. On voit une grosse vague d'effets indésirables qui déferlent au fur et à mesure du temps. Mais vous regardez aujourd'hui, cette vague a entièrement disparu. Elle a été rabotée. Donc le fait qu'en face d'une vague de vaccination, il n'y ait pas la vague correspondante d'effets indésirables, notamment chez les décès, ça vous montre quelque chose qui n'est pas net et qu'on est vraiment en train de raboter trop fort. S'il y avait un peu moins de dossiers tout le temps, on pourrait dire peut-être qu'ils font des choses, mais là, le fait qu'ils aient supprimé un pic d'effets indésirables, ça c'est vraiment moche. Et notamment sur les dossiers de décès. Bon, ça c'est une source. Deuxième source, eh bien, vous regardez les décès déclarés par tous les pays au cours du temps. Sur Eurostat, ou vous allez sur Euromomo, qui fait des calculs sur Eurostat, mais bref, tous les pays européens déclarent toutes les semaines le nombre de décès qu'ils ont eu dans la semaine, avec plusieurs semaines de retard. Mais voilà, vous pouvez suivre la courbe de décès hebdomadaire de tous les pays européens qui font cet effort-là. Et en le faisant, j'ai découvert qu'il y avait des hausses de mortalité, c'est-à-dire voilà, des hausses de décès qui apparaissaient chez une grande majorité de pays européens juste après la campagne de vaccination. Et je le fais par tranche d'âge, puisque les pays européens ne vaccinent pas les tranches d'âge au même moment. Et donc vous avez un pic de vaccination et vous avez en même temps ou juste derrière, un pic de décès. C'est pas non plus une hécatombe, mais c'est suffisamment pour que ça se voit et qu'on puisse même faire des petits modèles qui montrent que ça se voit statistiquement. Et il y a un chercheur belge qui s'appelle Patrick Meyer qui lui a fait appel à ce qu'on appelle les modèles d'intelligence artificielle qui s'appellent je vais pas retrouver le nom, mais bref, ça va revenir, le machine learning, qui fait appel à du machine learning où il a dit, bah voilà, voici les données de décès hebdomadaires des Européens par tranche d'âge par pays, voici les données de vaccination, machine learning, qu'est-ce que tu me dis? Machine learning sort ce résultat, ses calculs en disant, bah voilà, plus on vaccine, plus il meurt. Ah, bon, pas terrible. Et ça, ce résultat-là, en machine learning, il fonctionne pour les jeunes. Pour les jeunes, ça se voit très bien. Moi, avec ma méthode à moi, je le vois pour toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire que les vieux ne sont pas épargnés, et aussi, j'ai une hausse de mortalité chez les personnes âgées. Après qu'on les vaccine, il n'y a aucun problème. Mais machine learning fonctionne chez les jeunes, donc il essaye d'alerter. Évidemment, c'est un Belge, donc il se prend des courriers de la part du VIF en Belgique, enfin bref, complotiste, machin truc. Parce que quand il trouve ses résultats, il fait ce qu'on appelle un préprint en sciences, mais il dit c'est trop grave, je ne peux pas attendre 2 ans de validation pour prévenir les autorités de mon pays et la population qu'il se passe un truc. Donc je fais savoir que j'ai un préprint qui ne va pas, qu'il faut le regarder en urgence. Et donc c'est là qu'il se prend une campagne de diffamation, tout ça, que ça ne va pas. Bon, je l'ai contacté, on a travaillé ensemble, on a mis nos 2 méthodes, il a rédigé un papier, lui sur la partie des jeunes, et moi je dis ça marche pour tous les âges avec une autre méthode, un modèle, et il a réussi à contacter nos pairs, on va dire, des statisticiens, dans le cadre d'un colloque de biotechnologie et de bioinformatique, où voilà, après avoir insisté, parce qu'on a d'abord fait rejeter, donc voilà, par d'autres portes, on a fini par réussir à leur poser ça là, en disant maintenant relisez et dites-nous s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ils ont relu, c'était pile dans le thème du colloque qui était santé et Covid, tout ça, donc on était pile dedans. Et ils ont dit, bah oui, c'est des méthodes classiques, avec des résultats, des données officielles, les résultats respectent les méthodes, donc voilà. Et donc Patrick a même pu présenter en conférence internationale nos résultats. Donc même le mainstream ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, on a essayé ce qu'on a pu de rentrer dans le moule. On a fait plein d'autres travaux avec Laurent Toubiana où toutes les grandes revues nous ont dit passez votre chemin, on ne veut pas de ça, sans relire hein, évidemment. On a été censuré de différentes manières, mais on a fini par une petite porte à rentrer dans un truc. Donc ça existe, on réussit parfois à rentrer dedans, c'est la croix et la bannière, et il y a tout un système de blocage et de censure qui est fait, et quand on y arrive, de toute façon, les médias vont dire « mais c'est qu'un petit colloque de merde, voilà, ne les écoutez pas ». Mais bon, bref, on a quand même réussi à faire ça. Et il y a une dernière chose dont je parle dans le livre, qui sont les problèmes de fécondité. Alors ça, donc la totalité des... Ah tiens, je ne l'ai pas dit ça, mais la totalité des droits d'auteur de mon premier livre, j'ai voulu les donner à un collectif qui s'appelle Où est mon cycle. Et là, pour le deuxième livre, j'ai déjà donné les droits d'auteur, et je vais continuer, à Verity France et au Révabre. Bon, et s'il y a suffisamment de droits d'auteur, il y a d'autres associations qui en profiteront. Ce qui fait que non seulement je vous parle comme mon nom, mais en plus de toute cette crise,
Je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt et j'ai que des conflits de désintérêt. Voilà. On peut pas dire que ma carrière est donnée soit flamboyante aujourd'hui. Hem, Sur la fécondité, les médias en ont parlé, les instituts en parlent, il y a une chute forte de la fécondité partout en Europe. Alors, il y avait une chute de la fécondité, notamment en France et dans plein de pays, du fait notamment du baby-boom qui a beaucoup moins de jeunes et que de toute façon, donc c'est en nombre d'enfants par femme, et donc les femmes font moins d'enfants qu'avant. Et cette baisse-là, elle existe depuis les années 90, hein, et ça continue de baisser. Mais en France, où il y a une baisse, il y a quand même une baisse plus forte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une accélération. Et cette accélération, elle démarre 9 mois après la campagne de vaccination des jeunes femmes. Et je le montre dans le livre, même il y a des pays qui étaient assez stables. Le Danemark, c'est extrêmement stable en termes de natalité, hein. Là, je fais une courbe parce que la natalité, ça suit une courbe aussi. Voilà. La mortalité, il y a plus de morts l'hiver, et sur les naissances, ça dépend des pays, mais il y a aussi une courbe régulière où il y a des gens qui font des bébés à certains moments. Je crois que le Danemark, je vais vous le dire, les Danois, eux, ils font des bébés plus autour de l'été, je crois, quelque chose comme ça. Donc quand vous visitez le Danemark, si vous voulez, quand vous faites vos visites, vous voulez voir les petits Danois, il faut y aller en été. Si vous voulez voir la parade nuptiale du Danois, ça doit être au mois d'octobre à peu près. Donc choisissez. Mais donc il y a bien une chute, c'est-à-dire qu'on a et donc le Danemark, c'était très régulier. Et c'était très régulier jusqu'ici. À partir de 9 mois après la campagne de vaccination, il y a vraiment un effondrement, hein. Et même là, on voit toujours, on va dire, la petite vague qui arrive, mais qui est beaucoup moins forte qu'avant. Donc il se passe vraiment quelque chose en termes de fécondité chez les Danois. On ne peut pas le nier, quoi. C'est direct. Chez les Français, ça se voit aussi un peu, mais la fécondité a été un peu mise à mal. Donc les courbes sont un peu bizarres avant, parce que le confinement a été vraiment un traumatisme. Et 9 mois après le confinement, il y a un effondrement des bébés, hein. Donc on avait dit, vous avez pu lire dans la presse, confinement, les Français sont chez eux, bon, on aura plein de bébés dans 9 mois. C'est l'inverse. Ça a été une castration, mais complète, le confinement. Et plus de 9 mois après le confinement, c'est l'inverse, il y a une natalité qui est remontée. Oui, vous avez une question? Est-ce que de pas regarder du coup s'il y a une alimentation, des fibres, des choses comme ça pour voir si des goûts J'ai rien vu de. Alors, j'ai téléchargé toutes les données que j'ai pu. Ce que j'ai trouvé, j'ai pu le mettre dans le livre. Sur les FIV, alors déjà, il faut trouver ce serait quoi le bon acte médical à regarder. Et il y a une loi qui est passée pile dans l'intervalle, qui est celle que les femmes ont le droit de les demander, les femmes seules peuvent le demander aussi. Il n'y a plus de critères. Donc en fait, même si on voit une augmentation du nombre de FIV, comme la loi change, on ne peut pas savoir si c'est la loi ou si c'est un effet. C'est très dur. Bon, c'est peut-être pas anodin que la loi arrive pile à ce moment-là aussi, hein. Bon. Mais ça noie les statistiques. Donc la fécondité baisse. Et dernière statistique, ça a été révélé par une statisticienne qui s'appelle Christine McCoy sur Twitter. J'ai refait tous les calculs et ça marche. C'est le nombre de décès, ce qu'on appelle la mortalité néonatale précoce. C'est le fait d'avoir un bébé qui décède dans les 6 premiers jours de vie. Et ça, on a un pic qui est énorme et qui a lieu en juin 2021, c'est-à-dire exactement au moment où le gouvernement français a dit il faut vacciner les femmes enceintes. Donc là, c'est mai 2021, on vaccine les femmes enceintes. Juin, on a un pic, mais qui ne peut pas être dû au hasard, hein. C'est, je sais plus, une probabilité que ce soit dû au hasard, c'est 1 sur 1 million, je ne sais plus quoi. Mais voilà, on a vraiment un pic de mortalité néonatale précoce qui suit directement cette décision. Et mortalité néonatale précoce, décédé dans les 6 premiers jours de vie, c'est bien souvent le signe d'accouchement prématuré. Et donc ça veut dire quoi? Le plus probable, c'est qu'on a des femmes enceintes. Certains, le bébé est prêt, d'autres, le bébé n'est pas prêt. Ça va déclencher l'accouchement parce que ça rend malade tout simplement la femme. Et on va avoir des pertes de bébés plus que d'habitude, et ça se voit statistiquement. Et on n'est pas les seuls. Il y a l'Écosse qui publie ses données aussi, où pareil, on voit le pic, mais alors nickel. On voit même 2 avec une vague de rappel. Et on a aussi Israël qui a fourni des données, je crois. Bon, donc on n'est pas les seuls, il y a des traces. Et donc on peut voir les dégâts en mortalité du nourrisson, sachant que les fausses couches ne sont pas vues, hein. Parce que pour avoir une statistique, il faut un état civil. Ça veut dire qu'il faut que le bébé ait été déclaré comme viable et qu'il est tenu, hein. Parce que si c'est une fausse couche ou bien même un accouchement où il respire à peine, tout ça,
Les consignes sont passées, voilà, non, c'est pas il n'y aura pas de déclaration d'état civil, hein, ce sera du mort-né ou ce sera de la fausse couche. Donc pour avoir une statistique, il faut un enregistrement, hein, c'est toujours le problème des statistiques. Donc là, tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on est sûr qui a pu être enregistré à un certain moment. Et donc ces enregistrements-là, on les a. Donc les décès du nourrisson et la fécondité, ça, c'est des enregistrements qu'on a et qui nous permettent de voir les dégâts réels de la vaccination. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé ce soir. Le scandale du Rivotril, c'en est un qui me tient beaucoup à cœur, qui a eu lieu pendant cette période-là. Le fait de finir de détricoter entièrement l'industrie pharmaceutique et même notre manière d'envisager les noms de maladies, etc. On a un peu commencé. Cette histoire de Covid-19, pour finir, en fait, c'est une espèce d'énorme pelote de laine où il n'y a rien qui va, aussi bien sur les aspects médicaux, sur les aspects financiers, on n'a même pas parlé, sur les aspects de contrôle des populations. C'est énorme. Et puis sur les aspects, en médecine, ça nous permet, c'est vraiment un fil que si vous tirez, où vous détricotez la totalité de la médecine moderne. Il y a tout qui vient avec. Parce qu'une fois qu'on rentre dans les incohérences, eh bien c'est une opportunité, cette crise, tiens, comme dirait Klaus Schwab, c'est une opportunité de façon à comprendre la totalité du merdier dans lequel on est. Et sur le Covid-19, ça a été tellement loin que quelque part, ça a pu avoir pour opportunité de nous ouvrir les yeux, au moins à certaines personnes, mais c'est quasiment infini, hein. On peut absolument tout faire tomber. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie pour votre attention. Pour peindre quelques... Merci beaucoup. Donc merci, c'était excellent. Je vous avais entendu il y a quelques jours sur d'autres médias et c'est toujours très bon. Moi, c'est plus une remarque que vous avez fait une petite incise à un moment donné en disant que votre carrière était florissante, etc. Et vous m'avez fait penser au docteur Louis Fouché, qui disait quelque chose d'un peu comparable. C'est-à-dire que pour faire ce que vous avez fait, ou pour faire ce qu'il a fait lui, déjà, il faut, il faut la capacité de travail, la capacité intellectuelle. Et ça, j'ai peur que ce soit quelque chose qui se... Je fais vite, ouais. Qui se raréfie. Et puis la deuxième chose, donc à la fois pour des gens comme vous qui puissent le faire, et aussi du public qui puisse vous entendre et vous comprendre. Et voilà. Et la deuxième chose que disait Louis Fouché aussi, c'est qu'il disait, voilà, j'ai des collègues qui me disent, t'as raison, mais j'ai 2 divorces, j'ai un crédit à payer, je ne peux pas prendre la bourrasque de face et je peux que baisser la tête et être admiratif de ce que tu fais, donc de ce que vous faites. Et que bon, pas. Merci. Je reprends ma remarque au milieu de conférence par rapport à la chloroquine. Alors, quels sont les résultats de votre critique? Les résultats de ma critique, c'est que l'étude publiée par Didier Raoult, et je l'ai montrée dans une vidéo, ne me permet pas de dire que ça serve à quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de définition correcte de ce qui est appelé Covid-19. Et donc, quand ils disent qu'ils ont très peu de morts de gens à qui ils donnent de la chloroquine, bah oui, les asymptomatiques, fatalement, ils ne meurent pas beaucoup, même quand on leur donne de la chloroquine. Et donc, quand on fait une vraie étude, on est censé avoir un état pathologique précis des personnes. Et là, non seulement il n'y a pas ça, mais en plus, comme Didier Raoult n'est pas un abruti, évidemment, qui fait des électrocardiogrammes chez les personnes à qui il va donner de la chloroquine. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui va recevoir de la chloroquine, c'est une personne qui n'a aucun problème cardiaque, c'est-à-dire plutôt une personne en bonne santé. Et donc, il me paraît normal qu'elle survive, ce qui est la critique que j'ai donnée. Donc, je n'ai pas de trace statistique, ça sert à quelque chose. Oui, bonjour Fréco, donc on a pu échanger plusieurs fois sur des points de votre premier livre. Tout à fait. Vous avez dit qu'il était inattaquable, du coup vous n'avez pas pu avoir des points faibles. Du coup, vous n'avez pas évoqué justement les points que je conteste sur votre livre, que vous démontrez que dans votre livre, que 100% des surmortalités en mars-avril 2020 sont uniquement dues au Rivotril et aux non-soins. Aux mesures prises. Ouais, aux mesures prises. Point que je conteste parce que du coup, il y a un décalage par rapport à la mortalité absolue. La mortalité absolue s'arrête le 25 avril, alors que le non-soin va jusqu'au 11 mai. D'ailleurs, vous calculez les décès à domicile à partir d'une baisse des fréquentations aux urgences à partir du 27 avril, alors qu'il n'y a plus de surmortalité. À partir d'une hypothèse contestable, comme quoi les absences aux urgences
Ce sont des gens qui ont eu des AVC, maladies cardiovasculaires, qui sont du coup mortes chez elles, sachant que le rapport même de Santé publique France décrit bien que cette baisse cette baisse de fréquentation provient simplement qu'ils ont eu peur, comme vous parlez de trouille. Ils ont eu peur d'aller aux urgences, ils préféraient plutôt aller chez eux, chez le médecin, qui sont les urgences à domicile. C'était d'ailleurs conforté par le rapport de Fédoruk qui expliquait que la baisse de fréquentation concernait surtout les cas les moins graves, 1 sur 5. Donc la question est-ce que si vous n'en parlez plus, est-ce que vous êtes revenu sur ce point? Auquel cas, est-ce que vous allez faire une modification de votre premier livre? Et deuxièmement, du coup, la thèse qui me paraît bien plus cohérente avec les données de mortalité, sur l'électromagnétisme, est-ce que vous avez vu cette thèse-là, notamment défendue par Tjerk Furstenberg, qu'on vous a plusieurs fois recommandé de lire il y a 1 an et demi? Et si vous n'avez pas creusé cette thèse-là, est-ce que vous allez venir à ma conférence que je fais à Nantes le 13 avril, où vraiment vous déplacez, et là vous expose totalement les données de mortalité avec toutes les sources, pour montrer que cette théorie qui m'apparaît la plus cohérente pour expliquer cette vague de mars-avril 2020. Merci. Alors, je maintiens à 100% tous mes propos. Et nous avons déjà eu cette discussion sur Internet et je vous ai répondu et vous n'avez eu absolument aucune donnée à me fournir pour que je puisse faire des comparaisons. Alors, est-ce que vous avez réussi à obtenir des données électromagnétiques sur la population en France pour appuyer vos propos? Est-ce que vous avez des données? Alors, moi, ce que je me base, c'est juste, je constate que comme pour les autres pandémies de grippe depuis 1889, Eh bien, ça, c'est vous parlez du livre de Furstenberg, c'est ça? non, mais je constate juste qu'en fait, en comparant les vagues de mortalité, on a en France, Suisse et du coup Paris, des courbes qui sont un pic de mortalité précis Oui. sur la même semaine, avec un démarrage la même semaine, qu'on retrouve la même chose en Australie, Tout à fait. décalé d'une semaine aux États-Unis. Oui. Donc s'il y a un pic de mortalité, forcément, c'est qu'il y a une cause ponctuelle avec une dispersion liée à la différence de nature humaine. Chaque être humain étant différent, ce qui fait qu'on ne meurt pas à un même moment. Si je peux reprendre pour tout le monde, c'est-à-dire que ce que l'on montre très facilement avec les données de mortalité, ce que je vous ai montré, c'est que l'histoire du virus qui se répand, c'est pas possible, puisque on a des pics de mortalité qui arrivent au même moment partout. Si un virus se répand, vous avez des décalages temporels. D'abord, il est dans un point A, puis ça augmente, puis ensuite dans un point V. Donc tout ce qui a été raconté, même sur la grippe espagnole, même sur d'autres pandémies, en tout cas, le coût du virus qui se répand, vous pouvez oublier une simple étude statistique avec de la géographie du nombre de morts, ça la fout à plat, c'est terminé. Bon, c'est un sujet un peu tabou actuellement. Voilà. Donc, l'hypothèse proposée ici, notamment qui se base sur un livre qui s'appelle L'arc-en-ciel invisible, c'est de remarquer une certaine synchronicité entre les hausses de mortalité à certaines périodes et des phénomènes d'ordre électromagnétique. Cette thèse-là, mais moi je ne la conteste pas d'ailleurs, dans son ensemble, je ne le conteste pas du tout d'ailleurs. En revanche, ce que je conteste, c'est que nous ayons une trace qui permette de l'appliquer pour mars-avril 2020, là où je maintiens que j'explique 100% de la mortalité sur la base de 1, le Rivotril dans les EHPAD, et ça on peut même le chiffrer, de 2, l'abandon de soins, c'est-à-dire la mortalité à domicile, et ça peut être aussi pas que l'abandon de soins, ça peut être le laisser-aller, il peut y avoir différentes choses. Et 3, à l'hôpital aussi, les mesures délétères qui ont été prises, de prise en charge, où il y a des gens qu'on a foutus sur respirateur. Et ça suffit à tuer les gens. Et donc, ce que je montre dans le livre, c'est que pour moi, ces 3 explications-là me permettent d'expliquer 100% de la mortalité en 2020. Voilà. Et donc là, on a un désaccord dessus, mais... C'est juste que je correspond. Allez-y. Est-ce que vous avez eu l'occasion de zoomer sur ce qui s'est passé à Strasbourg, très précisément? Parce qu'en fait, à Strasbourg, je connais des chirurgiens chefs de service qui ont vraiment... En fait, c'était réel. En fait, j'ai pas eu l'impression que ce qu'ils me décrivaient, c'était passé nulle part ailleurs en France, à part cette petite période. J'ai l'impression que c'est juste resté là. J'ai l'impression que c'était quelque chose d'un peu différent. Ça a été les premiers à lancer la panique. Il se trouve, je ne l'ai pas détaillé, mais l'endroit où il y a eu le moins de soins en France dans les hôpitaux et le plus de décès dans les hôpitaux, c'est les mêmes endroits. Et il se trouve que ce sont des endroits où on retrouve des chefs des services infectiologiques qui sont les plus proches du gouvernement français. Et donc, qui ont une certaine propension à croire et à appliquer des mesures, notamment les plus folles dans cette période. Et j'aimerais bien savoir la quantité qu'ils ont utilisé de mise sous respirateur, par exemple, ou de produits et de protocoles qu'ils ont mis en place à cette période-là
pour des cas de personnes âgées qui toussaient et à qui ils ont fait très peur. Voilà. Sans avoir tous les détails, je vous pose des questions. À Lyon, les réanimateurs ont très vite changé de stratégie parce qu'ils se sont Oui. rendus compte très rapidement en fait, que ça faisait moins les gens. Jacques. Oui, moi, je voulais revenir sur la notion de calibrage des tests. Au départ, je voulais savoir s'il y avait eu des essais quand même de fait par rapport à des tests PCR, le fait d'avoir une population à qui on fait passer un test PCR, permettant de savoir si c'était positif ou négatif. Et après, je dirais, infection détectée par PCR, voir si derrière, un test sérologique permettait de voir une semaine après, 2 semaines après, s'il y avait bien eu une fabrication d'anticorps face au virus. Alors, Ce qui aurait permis effectivement de savoir si c'était une fausse alerte ou pas. même les tests anticorps ne sont pas scientifiques. Les tests anticorps, quand vous avez ressorti avec un test positif anticorps, si vous êtes malade, on dit « Ah, bah, c'est parce que les anticorps de la maladie ». Si vous êtes en parfaite santé et que vous avez le même test, on vous dit « Ah oui, mais c'est parce que vous êtes protégé contre la maladie que vous avez eu avant ». Cette manière de toujours trouver une pirouette pour se soustraire à la réalité d'un test, ça montre que les tests anticorps, les tests PCR, les tests antigéniques ne sont pas scientifiques. Ils sont détournés de leur utilisation initiale de façon à faire de la fausse science et de la fausse médecine. Le calibrage des tests PCR s'est fait uniquement sur la base d'une séquence théorique, qui est la séquence du SARS-CoV-2 qui a été écrite sur GenBank et qui est une séquence entièrement théorique. Alors, je ne sais pas si j'ai un quart d'heure pour vous faire la... Mais cette séquence, je vais vous choquer un peu, mais elle n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans la nature, c'est une reconstruction par le principe qui s'appelle BLAST et de la RT-PCR multiple, où on demande à des algorithmes de mettre bout à bout des bouts d'ARN qu'on a trouvés chez un type pour reconstituer quelque chose. Et donc, c'est-à-dire que vous avez une séquence qui est une séquence qu'on va dire une chimère, c'est-à-dire des morceaux mis bout à bout de trucs qu'on a trouvés sur un type. Et de cette séquence-là, il faut en déterminer un endroit qui serait spécifique, sachant que cette séquence n'existe pas, et c'est que des trucs bout à bout. Et imaginez un morceau spécifique d'un truc qui n'existe pas. Enfin, et c'est à partir de ce truc spécifique d'un truc qui n'existe pas qu'on fabrique des tests PCR. Il n'y a pas d'étalonnage. On décide que le test, déjà, il est bon. C'est comme ça qu'on fait les tests PCR aujourd'hui. Donc, vous mettez en cause les tests PCR pour toutes les maladies. Exactement. Je remets en cause tout ce qu'il y a sur GenBank qui a été mis en place par la méthode BLAST. Alors, je ne vous l'aurais pas dit il y a 5 ans, mais là, aujourd'hui, j'en suis là. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais je le mets en cause, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je pose des questions à des microbiologistes et à des spécialistes, je tombe sur des réponses qui me font tomber de ma chaise, tous les jours. Et parce que je discute avec des gens qui sont tapés, hein, mais quand je creuse un peu, vraiment, je tombe de ma chaise sur ce qui est fait aujourd'hui. Monsieur. Est-ce que vous avez été en contact avec des avocats ou est-ce que vous avez approché des avocats? Parce que rien qu'en parlant de l'abandon de soins, des effets secondaires du Rivotril et de la vaccination des femmes enceintes, clairement c'est criminel. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudra un jour que ces gens payent. Ah bah, on ne va pas empêcher l'industrie pharmaceutique de se faire du beurre sur le malheur des gens, c'est ce qu'ils font depuis toujours. Moi, il y a un point juridique où j'ai lancé plein de fois des appels, mais j'ai aucun avocat qui veut se lancer dedans. C'est sur les restrictions qu'on a le droit de demander aux gens et sur la base de quoi. Les tests sont bidons, ça vraiment je le dis, et pas que cela. Et sur les autres tests, je veux bien avoir des études comparatives pour regarder leurs valeurs. Les tests VIH, les tests ELISA, ils sont on va dire, discutés, pour rester poli, depuis leur création, hein, et de manière assez violente, sur les mêmes questions. Sur la base de quoi peut-on dire qu'une personne, enfin vous par exemple, voilà, je vous fais un test positif, et je dis que vous êtes dangereux pour les autres. C'est ce qui s'est passé pour le Covid-19. Hein. Toute personne avec un test positif était considérée contagieuse, c'est-à-dire que sur cette base-là, on avait en face de nous un espèce de déchet chimique mortel, pardon, mais qui pouvait nous rendre malades. Alors je pose la question aux avocats, c'est-à-dire sur la base de quoi peut-on se permettre d'écrire une loi qui met une contrainte à une personne en disant « vous allez rendre malade votre prochain ». Donc ça, c'est une question des tests. C'est le cas aussi notamment pour le test ELISA. Je ne sais pas si vous le savez, mais si jamais un jour vous faites un test ELISA qui est le test VIH et qui ressort positif, vous tombez sous le coup de la loi. Votre vie ne vous appartient plus. Ah non.
Vous êtes obligé de déclarer votre état de séropositivité à chaque fois que vous entrez chez un dentiste, que vous faites une opération. Si jamais voilà, vous prévoyez d'avoir un rapport charnel avec quelqu'un, vous devez lui dire avant, sinon vous êtes passible de prison. Enfin, votre vie ne vous appartient plus. Vous tombez sous le coup de la loi. Donc, question, voilà. Ce test-là mériterait d'être étalonné et de savoir ce qu'il vaut et quelle réalité il a avec la maladie. C'est une vraie question, mais c'est le cas pour tous les tests. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait serait quand même de montrer qu'un test, c'est un test, la réalité, c'est autre chose. Hein, et donc, qu'on se mette d'accord sur la base de quoi on a le droit de mettre des contraintes à quelqu'un. Déjà, est-ce qu'un malade, il va forcément me rendre malade? Est-ce qu'un malade rend malade les autres tout court? C'est une vraie question scientifique à se poser et sur laquelle la littérature scientifique qu'on a à ce sujet pourrait vous surprendre. Hein. Voilà, je conseille Can You Catch a Cold pour ceux qui lisent anglais. Can You Catch a Cold? Vous pouvez vous attraper un rhume. Une question sur la technique du vaccin, l'ARN messager. Est-ce que vous avez analysé l'ARN messager? Quelle est votre position sur cette technologie première fois utilisée avec ce vaccin? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, deux choses. La première, c'est qu'au début, on m'a dit, je disais voilà, que ces vaccins montraient rien du tout. On m'a dit, Pierre, arrête de les appeler vaccins, c'est des injections. Un vrai vaccin, c'est pas ça. Un vrai vaccin, ça met 10 ans et des études sérieuses, tout ça. J'ai dit, d'accord. Et donc, j'ai dit à dire injection. Puis au bout d'un moment, quand j'ai eu assez de temps, j'ai dit, maintenant, en fait, là, j'ai vraiment une étude de vaccin pourri, d'injection pourrie, là, une étude pourrie, Pfizer, Moderna, tout ça. Est-ce que vous pouvez me donner une étude qui est correctement réalisée pour un vrai vaccin qui fonctionne? Et alors là, vous obtenez un silence intersidéral. Donc, vous tirez des manches, vous dites, mais il y a quelque chose? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que, voilà, en tant que statisticien, je n'ai trouvé aucune étude, nulle part, qui permette de dire qu'il y a un vaccin qui fonctionne correctement. C'est-à-dire qu'on aurait mis en place une étude de cohorte avec des gens qu'on vaccine, des gens qu'on ne vaccine pas, et qu'on regarde que les gens qu'on vaccine, bien, ils sont moins malades que les autres. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'étude de cohorte. Ça ne fonctionne. Non, il n'y en a pas. Vous pouvez chercher. Amusez-vous dans la littérature. Ça n'existe pas. La vaccination, il y a un livre qui en parle très bien, qui s'appelle Les tortues jusqu'en bas. Vous connaissez le principe? Les tortues jusqu'en bas, c'est une conférence d'astrophysique, je crois, où à la fin de la conférence, il y a une grand-mère qui va voir l'astrophysicien qui dit « C'était vraiment très intéressant, mais vous avez beaucoup d'imagination parce qu'on sait très bien que la Terre est plate et qu'elle se trouve sur le dos de 4 éléphants. » Et donc l'astrophysicien lui dit « D'accord, mais sous les 4 éléphants, il y a quoi ?» Elle dit « Il y a une tortue. » Ah. Et sous la tortue, il y a quoi? Il y a une tortue. Et sous la tortue, il y a quoi? Il y a une tortue. Et après cette tortue, il y a des tortues jusqu'en bas. D'où l'expression des tortues jusqu'en bas, qui est quand en fait on fait de la fausse science, c'est-à-dire qu'on promet qu'on a une explication en dessous. Les études sur les vaccins fonctionnent comme ça. Elles disent ce vaccin-là marche très bien, on fait un vaccin de la même manière, qui va marcher aussi très bien comme le premier. Et quand on fait une étude avec cohorte pour savoir si les effets indésirables, on prend comme placebo un autre vaccin qui fait aussi des effets indésirables pour en avoir autant. Voilà. Ça, c'est vraiment le classique de la vaccination. Et donc, dire que les ARN messagers sont moins bien que les autres, en fait, je n'ai pas de trace en tant que statisticien, malgré le fait que j'ai fait vacciner mes enfants contre tout et n'importe quoi, hein, parce que mes médecins me l'ont dit. Aujourd'hui, je ne sais même pas les regarder droit dans les yeux pour dire pourquoi je l'ai fait, parce que je n'ai pas de trace. Que ce soit une bonne idée, je ne peux même pas vous donner d'avis dessus. Dans les statistiques, les pays qui ont vacciné pas Covaxin et RNM, mais qui ont donné le cocktail avec Sputnik aussi, ou bien Sinopharm, ils ont encore plus de morts que les autres dans les statistiques. Donc je ne suis pas convaincu que dans cette histoire de Covid-19, le problème général soit les RNM plutôt que les adjuvants ou d'autres trucs qui soient avec. J'en ai pas de traces. Voilà, donc c'est des seules choses que je peux dire dessus. Après, je ne peux pas juger de tous les mécanismes dont on parle à l'intérieur. Moi, je me base sur le résultat final qui est la statistique. Et alors là, j'ai vraiment pas de trace que ce soit pire que le reste. Merci pour votre conférence. Je voulais savoir comment réagissait le corps médical. Parce que là, la personne a cité Louis Fouché. Mais le corps médical en général, comment il réagit face à vos travaux et vos 2 œuvres? Vous avez des retours? J'ai eu quelques retours positifs et sinon, un peu comme le reste de la population, le déni. On est bien dans sa place, on a on va dire on est des gens lambda, c'est le corps médical qui... Alors, ce ne sont pas des...
Alors, ce ne sont pas des scientifiques, déjà. On va démystifier le corps médical. Pour avoir suivi, je connais des gens assez proches qui ont fait des études en médecine et ça n'a rien à voir avec de la science. Donc, c'est beaucoup de bachotage. On fait bouffer du résultat. Pour ce qui concerne la statistique, c'est même pire parce que j'ai aidé quelqu'un qui m'est proche dans ses études où j'ai pu lire les cours et enfin, vraiment, tout est à mettre à la poubelle. Le vernis qui est donné aux médecins, on leur met dans les mains, enfin 3 grammes de statistiques et 2 grammes de probabilité, si vous voulez, pour leur faire croire qu'ils ont compris quelque chose, de façon à ce que derrière, quand les labos leur donnent une étude pharmaceutique, ils se disent: «Ah oui, ça c'est sérieux parce qu'on a fait un test machin truc», ils bitent rien ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pas grave. On leur a donné un vernis. Voilà. Donc déjà, il faut démystifier le corps médical, hein, il y en a certains qui, dans leur carrière, font des études supplémentaires et partent dans certaines branches et vont creuser et voilà et aller beaucoup plus loin. Mais dans la totalité de ce qui sort on va dire de la fac de médecine, il y a pas de science derrière, hein. On va appliquer et c'est de pire en pire. De plus en plus, on applique des protocoles et on fait ça de manière automatique. Et on a une place reconnue dans la société où pour un oui, pour un non, on vient nous voir et puis on apporte, la bonne solution, le bon vaccin, la bonne molécule. Enfin, voilà. Donc, le corps médical dans son ensemble, il réagit comme le reste de la population et en plus, c'est un corps qui a vraiment intérêt à continuer, d'adhérer à ce narratif. Tout médecin qui, a montré une certaine défiance, on a fait les frais immédiatement, hein, on lui a expliqué la vie, voilà, l'ordre des médecins, surveille ça depuis le maréchal Pétain, c'est en place, voilà, on s'est pas arrêté. Donc non, je vois pas le corps médical se rebeller de la situation. Je crois qu'ils se sont pas rués sur la 3e et la 4e dose parce qu'encore une fois, le cerveau reptilien a dû s'allumer en se disant: «Quand même, c'est pas terrible», mais c'est tout. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.